Mon ancien parti n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, il est trop incohérent. Je me souviens d'une époque où on avait promis le Karcher, on n'a pas branché le tuyau. Gaullisme. Laurent Wauquiez est qu'un épiphénomène. Éric Zemmour, c'est l'assurance vie, l'assurance survie de Macron. Écoutez, si j'ai une soirée à perdre, j'irai voir ce que ça donne, mais ça va être organisé par les maires. Vous voulez qu'on lui remercie, qu'on lui lèche les babouches pour avoir pris son téléphone? Allez, bonjour Thierry. Ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. On a beaucoup de choses à se dire quand même. Premièrement, on pourrait parler un petit peu de notre ami Le Cornu. On avait titré dans une émission Le Cornu Forever. Il a sauvé sa peau. Le Cornu, pour combien de temps et pourquoi? Il est en sursis, mais c'est vrai que on n'arrivait pas à penser quand même que les Républicains le soutiendraient. Ben si, en politique, ce qui est bien en politique, c'est que tous les jours, les limites de l'impossible sont repoussées. Et alors le héros du jour, eh bien, c'est quand même le parti des Républicains, parce que finalement, Monsieur Le Cornu a réussi à faire échouer la motion de censure, en jouant à la fois sur le soutien du Parti socialiste, à qui il a promis de repousser la réforme sur les retraites. C'est extraordinaire, parce que cette réforme sur les retraites qui gèle, on nous a expliqué pendant 2 ans que c'était l'alpha et l'oméga de la politique française, que si par hasard on l'a repoussée ou on ne l'appliquait pas, eh bien la France allait s'effondrer. Et là, hop, d'un coup, finalement, les macronistes arrivent à la repousser. Et je vous rappelle même que Madame Elisabeth Borne, qui a quand même été la première ministre qui l'a fait adopter, a été la première à dire oui, peut-être qu'on peut la repousser. Donc, le miracle s'est accompli, c'est-à-dire que finalement, bien cette réforme sera gelée. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais en clair, jusqu'au présidentiel, eh bien, ses effets sont bloqués. Et ça a permis d'avoir le soutien du Parti socialiste. Donc, premier miracle. Et puis, deuxième miracle, finalement, les Républicains qui avaient dit surtout ne touchez pas à cette réforme, on y tient comme la prunelle de nos yeux, eh bien, non seulement acceptent ça, mais en plus, ils sont même refusés de voter la sanction contre le gouvernement. Donc, ici, c'est tous les jours un miracle. Franchement, au Parlement français, on n'est jamais surpris. Et là où c'est quand même un peu spectaculaire, et je pense que, je pèse mes mots, c'est un arrêt plutôt, oui, pas un arrêt de mort, mais c'est un constat de décès des Républicains. Parce que dans cette affaire, s'il y en a qui ont perdu toute crédibilité, ce sont les Républicains, et notamment M. Retailleau, qui était, il y a encore un mois, envisagé comme candidat pour les présidentielles au nom des partis des Républicains. Écoutez, si vous avez un spectateur ou un auditeur qui aujourd'hui se dit peut-être je peux être le candidat des Républicains, il faut qu'il ait le goût du suicide, mais la place est désormais vide parce que c'est le grand perdant de cet épisode. Voilà. Donc, est-ce qu'il a sauvé sa peau temporairement? Oui, Monsieur Le Cornu a sauvé sa peau. Est-ce que les Républicains ont gagné quelque chose? Sûrement pas. Je pense qu'ils ont perdu tout crédit. Et surtout, on va voir si le budget va aller jusqu'au bout. Parce que pour y avoir participé pendant des années, les discussions budgétaires sont des occasions à chaque fois d'avoir des choix extrêmement difficiles. Et cette coalition qui a sauvé M. Le Cornu, où on retrouve côte à côte dans les faits les socialistes, les républicains et les macronistes, eh bien, combien de temps elle va tenir? Moi, je maintiens mon pari que ce budget ne passera pas. Voilà, on verra. Je peux me tromper, ou alors plutôt qu'il sera adopté par ordonnance. Puisque je vous rappelle que on peut le voter, on peut l'adopter par le fameux 49.3, c'est-à-dire si on ne fait pas chuter le gouvernement, eh bien, il est quasiment adopté. Et la troisième voie, c'est l'adopter par ordonnance quand on dépasse les délais. Donc, je ne vois pas comment il peut être voté, mais en jouant sur les textes, il peut effectivement ne pas être adopté, mais ne pas être voté, pardon, mais être adopté.
Mmh. Alors, on avait beaucoup raillé effectivement les Républicains qui, à l'époque, s'appelaient l'UMP avec ce slogan de l'UMPS. C'est finalement le grand retour de ce fameux bloc UMPS, un bloc centriste finalement. C'est, Thierry, peut-être aussi la dissension entre les Républicains du Sénat et ceux de l'Assemblée nationale, entre les Républicains de Retailleau et les Républicains de Wauquiez. Est-ce que c'est pas en fait je dirais une prise de leurs électeurs entre deux feux, entre deux points de force au sein même du parti? Non, mais ce qui est très clair aujourd'hui chez les Républicains, et d'ailleurs je le dis depuis des mois, c'est que les Républicains sont désormais un parti de sénateurs et un parti de notables. C'est-à-dire que les Républicains, soyons honnêtes, ont un bon réseau d'élus locaux qui font tourner plus ou moins correctement des villes qu'ils dirigent, des régions qu'ils dirigent, des conseils départementaux qu'ils président. Donc de ce côté-là, ça tient la route. Mais prenons la mathématique. Il y a 50 députés désormais des Républicains et de mémoire à peu près un peu plus de 100 sénateurs aux Républicains. Donc mathématiquement, désormais dans les instances, les sénateurs sont majoritaires. Si je prends simplement le bureau politique, j'avais fait la comptabilité avant un passage télé, il y a 80 membres au bureau politique des Républicains. 20 seulement, c'est-à-dire le quart sont des députés. Et donc, en réalité, aujourd'hui, les députés ne contrôlent plus l'appareil des Républicains. Ce sont les sénateurs et les élus locaux. Alors, ça donne effectivement des situations absolument ubuesques. C'est-à-dire, je vous rappelle quand même la chronologie. Acte 1, c'est-à-dire il y a 3 semaines, eh bien, c'est le nouveau gouvernement qui va être annoncé et M. Retailleau a dit très clairement on doit y participer. Et tous les sénateurs disent on doit y participer. Et M. Wauquiez, qui a peu d'intérêt à ce que M. Retailleau reste au gouvernement, lui dit ah non, on ne doit pas le soutenir. Et cet acte 1 se déroule et puis dans le gouvernement, il y a Monsieur Le Maire. Alors, Monsieur Le Maire, je l'ai déjà dit, Monsieur Le Maire, c'est sûr que ne mérite pas un brevet d'efficacité, mais c'est devenu une sorte d'épouvantail facile. Et là, on a ce tweet malheureux de Monsieur Retailleau qui, croyant simplement qu'il est toujours un simple responsable politique et pas un ministre, dit mon Dieu, c'est pas, je ne sais plus quelle est sa formule, mais en clair critique la nomination du gouvernement. Et ce qui doit se passer dans ce cas-là, c'est que eh bien, ça fait capoter le gouvernement. Et une semaine après, on a un autre scénario, c'est-à-dire c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Retailleau, qui s'est grillé dans cet épisode, ne peut plus participer au gouvernement. Les sénateurs disent, en suivant M. Retailleau, ah non, on ne peut pas soutenir ce gouvernement. Et les députés qui, dans ce cas-là, finalement, sous je vais dire, la présidence de M. Wauquiez, puisqu'on rappelle que M. Wauquiez est le président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, disent ah ben nous, on ne veut pas aller aux élections. Et donc, on ne veut pas de dissolution. Donc, on va voter la confiance. Et donc, vous retrouvez M. Retailleau qui, une semaine avant, disait on doit participer au gouvernement, qui explique que plus personne ne doit participer au gouvernement, et M. Wauquiez qui disait une semaine avant on doit sanctionner ce gouvernement, dire bon, on ne votera pas la censure. Bref, c'est devenu franchement une farce. Une farce avec quand même un personnage qui a joué à l'insu, enfin, sans le vouloir, un rôle central, qui est M. Le Maire, parce que, je le répète, aujourd'hui, tout le monde est content de taper dans cette majorité sur M. Le Maire. Mais enfin, comme il l'a rappelé, il était quand même le ministre des Finances auquel tous ces députés des Républicains ou tous ces sénateurs des Républicains venaient faire des demandes pour plus de dépenses dans leur circonscription. Oui, il n'était pas obligé de les donner non plus. Comment? Il n'était pas obligé de les donner. Oui, mais c'est quand même, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de les demander aussi. Voilà, c'est trop facile ce petit jeu qui consiste dans le secret à dire donnez-moi, faites des dépenses supplémentaires, et puis quand vous arrivez au Parlement, de dire on ne veut pas de dépenses supplémentaires, et de dire ah monsieur le maire est quelqu'un qui n'est pas fréquentable, et de lui avoir écrit des dizaines de lettres. Moi d'ailleurs, je trouve que franchement, monsieur le maire est plutôt sympathique.
parce que Bruno Le Maire devrait rendre public toutes ses lettres. Voilà. Et comme ça, certains seraient mis un peu devant leur double jeu. Et donc, on est dans un système aujourd'hui où tout le monde se rend compte que les Républicains, c'est devenu une farce. Et la dernière étape de la farce la plus extraordinaire, c'est quand même le choix des ministres et la manière dont ces ministres vont être traités. Et là, je vais vous prendre un pari que je suis sûr de gagner. Notez-le dans un coin. C'est que M. Retailleau a dit « Ah, il y a 6 ou 7 ministres, je ne sais plus combien, on va les exclure. » Et on les a exclus. Et puis là, on apprend une semaine après qu'on a lancé la procédure d'exclusion. Moi, je pensais qu'ils étaient déjà exclus. Mais non, on a lancé la procédure d'exclusion. Et je prends le pari devant toutes les personnes qui regardent cette vidéo qu'ils ne seront jamais exclus. En tout cas, peut-être qu'on va en exclure un ou deux, mais vous verrez qu'on n'exclura jamais Rachida Dati, jamais. Et vous verrez qu'ils n'oseront jamais exclure des gens comme Annie Genevard, qui étaient dans l'appareil et qui sont très proches de M. Retailleau. Donc tout ça est une comédie, c'est-à-dire qu'on va gagner du temps, comme ça s'était passé d'ailleurs en 2017, quand certains, M. Le Maire d'ailleurs et M. Darmanin, avaient rejoint le gouvernement de M. Macron. C'est-à-dire que, première étape, d'abord, je vous le rappelle, on a dit on les a exclus. On va les exclure, ils sont automatiquement exclus. Sauf que les Républicains, comme tous les partis politiques, ont des statuts avec des procédures. Donc, 10 jours après, ce qui était automatiquement exclu, on a lancé la procédure d'exclusion. Et puis après, on va se concerter pour la procédure d'exclusion. Et puis après, on va les écouter. Et puis après, il va falloir trouver un rendez-vous. Bref, tout ça va nous amener jusqu'au municipal. Et au municipal, vous verrez qu'aucun aura été exclu. Et pourquoi je vous dis que c'est extraordinaire ? Là, il y a une photo qu'il faut que chacun regarde. C'est qu'il y a quelques jours, il y a 4-5 jours, Mme Dati a lancé sa campagne municipale. Et à côté d'elle, juste à sa droite, il y avait qui? Il y avait quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, parce qu'elle est sympathique, mais il y avait la porte-parole des Républicains, Agnès Evren. C'est-à-dire que Rachida Dati, qui d'après le président des Républicains, est en cours d'exclusion, lance sa campagne avec la porte-parole des Républicains côte à côte. C'est extraordinaire en politique et surtout, franchement, chez les Républicains, tout peut arriver, c'est-à-dire on peut vous exclure, vous soutenir, changer le vote en une semaine. Franchement, comme je le disais tout à l'heure, ce parti a signé son acte de décès. Comme vous le savez, j'ai été député pendant 25 ans du Vaucluse et certains de mes anciens militants n'avaient pas encore quitté ce parti. Eh bien, j'ai reçu, je peux vous assurer, 5 ou 6 coups de fil d'anciens militants qui étaient restés aux Républicains qui me disent là, c'est trop. Ils ont perdu toute crédibilité. Et donc, entre cette comédie en 15 jours où un jour on rentre, un jour on sort, et l'image qui donne, la réalité est très simple, vous l'avez dit, c'est un peu l'UMPS, effectivement, mais c'est pas un peu, c'est l'UMPS, sauf qu'avant on disait l'UMPS, c'était l'UMP et le Parti Socialiste. Mais il y a aussi le M de Macron désormais, donc j'ai envie de dire c'est l'UMPS, voilà, parce qu'il y a 2 fois M, et les choses sont claires. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui existe uniquement parce que les Républicains ont décidé de le sauver, les socialistes ont décidé de le sauver, et les gens de Macron décident de se raccrocher à ce qui reste de leur parti. Voilà, et donc la seule opposition désormais de droite, eh bien, ça reste effectivement, moi je dis, le Rassemblement national. Rassemblement national sur lequel on a vu quand même de plus en plus de réflexions sur je dirais une unité commune des différentes droites. On a vu Marion Maréchal prendre la parole pour aller dans ce sens. On a vu effectivement que la parole, ou que du moins la position n'était pas aussi fermée que ça du côté de Reconquête. Bon, voilà, on sent qu'il pourrait y avoir potentiellement une union, en tout cas des droites, véritablement de droite. Ça, à l'exception oui, mais attendez, bon. Pour avoir une union de droite, il ne faut pas taper sur les petits copains, quoi. Voilà. Moi, je le dis et je pèse mes mots, j'ai passé une campagne législative partielle où ceux qui nous ont le plus tapé dessus, c'est Reconquête. Donc,
Voilà, tu peux pas te marier avec quelqu'un qui te tape dessus sous la table. Donc, et chaque fois que j'écoute Monsieur Zemmour, pour qui j'ai de la sympathie, sa seule cible, c'est Marine Le Pen. Donc, on peut pas à la fois réclamer un mariage et tromper sa femme le jour même. Effectivement, c'est un peu indélicat. Alors, Thierry, on le voit derrière toi. On est à Bruxelles, au Parlement européen. On a vu aujourd'hui, donc ce mardi, une prise de parole de Nathalie Loiseau. Alors, en parlant des revenants et de ceux qu'on aimerait bien voir disparaître dans la politique française et européenne, Nathalie Loiseau, qui parlait justement de cette rencontre dont tout le monde parle entre Trump et Poutine, cet événement qui pourrait avoir lieu, c'est inconditionnel encore, d'ici une quinzaine de jours en Hongrie. Et bien là, encore une fois, c'était aussi un acte politique très fort de la part de Trump et de Vladimir Poutine. À l'Union européenne, en tout cas, on a décidé de ne pas laisser les choses se faire et en tout cas, on a décidé de s'inviter à une fête à laquelle, visiblement, ils ne sont pas conviés. Mais ce qui est chaque jour plus évident, c'est très simple, c'est que Trump cherche à faire la paix. Après, il a de multiples raisons de faire la paix. Certains disent pour faire du business, d'autres pensent que c'est pour le prix Nobel. Enfin bref, quelles que soient ces raisons, faire la paix, c'est toujours mieux que faire la guerre. Voilà, donc tant mieux. Et vous avez d'un autre côté l'Union européenne qui est très courageuse parce que nous, on veut soutenir les Ukrainiens jusqu'au dernier Ukrainien en vie. Parce que pour l'Union européenne, soyons clairs, en réalité, on mène cette guerre par procuration. On n'est plus à une époque où il y a des déclarations de guerre et tout, mais on mène cette guerre par procuration. On fait tout pour faire en sorte que ces Ukrainiens puissent se battre, puissent continuer à malheureusement se faire tuer. Et c'est très confortable quand on est à l'Union européenne. Vous savez, c'est voilà, on vous donne 4 sous et allez vous faire tuer. Et puis le jour où vous serez plus en apte, eh bien, malheureusement, je pense qu'on vous lâchera. Moi, je fais toujours le parallèle avec ce que nous avons vécu, si vous me permettez, au Moyen-Orient. Souvenez-vous des Kurdes. Les Kurdes, à un moment, il y avait même des films à la gloire des femmes kurdes combattantes. On avait le philosophe que le monde entier nous envie pas, Monsieur Henri Lévy, chemise ouverte, qui était au premier rang pour soutenir les Kurdes. Et malheureusement, les Kurdes ont été lâchés à la fin quand ça a été plus utile pour les Occidentaux. Et alors que les Kurdes nous avaient aidés dans les combats les plus durs, notamment dans les combats de rue ou les combats pour la reprise de Raqqa ou de Mossoul, et après on les a abandonnés se faire tuer par les Turcs. Et j'ai l'impression que pour les Ukrainiens, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'on les soutient, on les pousse, et puis le jour où finalement il y aura un accord qui sera signé, on les laissera tomber. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Nathalie Loiseau? Nathalie Loiseau, elle se rêve en passionnariat et veut que cette guerre continue, comme la plupart des gens ici en Union européenne. C'est tellement facile de mener une guerre par procuration. Et donc, que les gens veulent faire la paix, ça les dérange. Et donc, quand M. Orban dit moi je suis prêt à arbitrer une nouvelle rencontre, enfin pas arbitrer, pardon, à héberger une nouvelle rencontre, on devrait s'en féliciter. Parce que la Hongrie est membre de l'Union européenne. Voilà. Mais non, mais comme M. Orban n'est pas dans les petits papiers de la Commission européenne, au contraire, cette Union européenne fait tout pour empêcher cette conférence. Alors, vous avez les déclarations de M. Barrot qui dit qu'il faut d'abord qu'il y ait une armistice et un cessez-le-feu. Après, vous avez les déclarations de ceux qui disent qu'il faut qu'on soit à la table de négociation. Bon, tout ça est un peu ridicule. La vérité, on verra si cette rencontre aura lieu ou pas. C'est extrêmement techniquement difficile. Moi, j'espère qu'elle aura lieu. Après, elle peut n'aboutir à rien, soyons honnêtes. Mais elle peut aussi, par moment, aboutir. Et vous verrez dans ce cas-là que l'Union européenne sera là pour partager les petits fours. Moi, j'ai quand même adoré ce qui s'est passé la semaine dernière en Égypte, où M. Macron, alors qu'il avait que le gouvernement n'avait même pas encore été légitimé, a abandonné la France et s'est sacrifié pour aller apporter son soutien au plan de Trump au Moyen-Orient. Il était aux côtés de Trump et tout le monde sait très bien qu'en réalité,
excusez-moi, malheureusement, la France n'a pas fait grand-chose dans cet accord de paix et que tout le mérite en revient au président des États-Unis. Mais vous avez vu qu'on était sur la photo, avec quand même ce passage extraordinaire. Vous vous souvenez des propos où même si il a dit Macron est mon ami, mais vous savez, des fois, on peut manier. L'ironie est toujours. Il y a toujours une part de vrai dans l'ironie. Quand M. Trump dit au président américain, mais où est donc Emmanuel? D'habitude, il est toujours derrière moi, sous-entendu pour être sur la photo. Et bien là, cette fois, il n'est pas là. C'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Voilà. Et donc, les Européens veulent à tout prix montrer qu'ils existent et qu'ils servent à quelque chose. Et en réalité, dans cette guerre, on sera les dindons de la farce, je le répète, c'est nous qui allons payer l'addition la plus forte. On a eu cette semaine aussi l'épisode où M. Trump discutait avec M. Zelensky de livrer ou non des Tomahawks. Tout le monde oublie un détail, c'est que Trump est très clair. Il dit qu'il est éventuellement prêt à livrer des Tomahawks. Vous avez vu qu'il a dit pas maintenant, mais le jour où il les livrera, à votre avis, qui paye? Pas les États-Unis. Alors, il l'a dit dans sa conférence de presse, d'ailleurs, il a dit effectivement que c'était l'Union européenne. Justement, suite à cette. Non, mais c'est beau la vie. C'est quand même beau. De cette conférence de presse, on a justement Van der Leyen qui avait dit que l'Union européenne, elle n'a pas parlé de l'OTAN, et ça, c'est quand même assez surprenant. Elle n'a pas dit le mot OTAN, elle a dit l'Union européenne serait prête à une confrontation directe en 2030 avec la Russie. On a entendu Tusk ce matin annoncer que si d'aventure l'avion de Vladimir Poutine passait au-dessus du territoire polonais, ce qui serait quand même une idée complètement saugrenue de la part du président russe. Donc, bon, là, c'est complètement stupide comme réflexion, mais il a dit nous arrêterons l'avion du président russe avec les conséquences que ça peut aller. Donc, quelles sont aujourd'hui les pressions, Thierry, qui sont mises sur Orban et sur la Hongrie pour faire capoter, tout simplement, faire capoter cette rencontre? Vous savez, ici, tout est fait pour ennuyer le gouvernement hongrois et le gouvernement slovaque, d'ailleurs, qui est dirigé par M. Fico, puisque ces deux États sont deux États qui continuent à refuser la confrontation systématique. Je pèse mes mots. Je pense que l'Union européenne et cette commission dirigée par Mme von der Leyen sont une bande de fous dangereux. De fous dangereux. Je pèse mes mots. Parce qu'en réalité, ils rêvent d'une guerre. Ils rêvent d'une guerre. Tout est bon pour essayer de dire on est prêt à une confrontation, etc. Enfin voilà, les guerres, c'est pas des films, quoi. Et ces gens-là sont des fous dangereux qui risquent de nous entraîner dans quelque chose qui sera pas maîtrisable. Et alors, effectivement, Orban a un gros défaut. C'est que lui, en priorité, d'abord, il défend les intérêts des Hongrois. Hein, c'est quelque chose. En France, on n'a plus l'habitude d'un président qui défend les intérêts de son État. Et deuxièmement, lui, il ne veut pas la guerre. Tout simplement, d'abord, parce qu'il n'est pas idiot. Vous savez, en géopolitique, la première des données, c'est la géographie. Il est quand même frontalier avec la Russie. Et donc, aujourd'hui, il a l'occasion d'avoir du pétrole qui lui coûte beaucoup moins cher que s'il achetait du gaz ou du pétrole à d'autres États. Et donc, pensant à l'intérêt des Hongrois, un peu comme d'ailleurs M. Modi qui a refusé le diktat en disant, quand on lui disait il ne faut plus acheter de pétrole russe, il dit moi je préfère d'abord penser à mes concitoyens qui ont besoin d'une énergie peu chère. Et donc aujourd'hui, on voit très bien que dans ce Parlement, tout est fait pour pourrir la vie du gouvernement hongrois parce que le gouvernement hongrois aura des législatives dans quelques mois. Et donc, si on pouvait faire tomber le gouvernement hongrois, ce serait quand même pour l'Union européenne génial. Voilà, et c'est le rêve aujourd'hui d'une partie de ce Parlement et de la Commission. Il y a un contrat, soyons clairs, il y a un contrat sur M. Fico et sur M. Orban. Il n'est pas bien sûr un contrat physique, mais il est un contrat politique. Pour le faire tomber. Pour le faire tomber. Et donc, cette Union européenne qui ne cesse de baver en condamnant les ingérences étrangères, en réalité passe son temps à faire des ingérences étrangères sur tous ceux qu'elle n'aime pas.
les Géorgiens, les Serbes, les Hongrois, les Slovaques. Voilà, obéissez à Madame van der Leyen, soyez au pied ou sinon on vous pourrira la vie. Voilà, C'est c'est la un peu comme question, ça Thierry, que ça fonctionne. c'est la question qui a été posée d'ailleurs aux Serbes la semaine dernière, sauf erreur de ma part. On leur a rappelé que l'intégration à l'Union européenne ne prévalait que dans le cadre où ils respectaient les sanctions sur la Russie. Oui, mais c'est la même chose qu'on a dit aux Géorgiens. Et c'est plus, enfin, je veux dire, je pèse mes mots. On est enfin, j'oserais pas dire que c'est le quatrième Reich pacifique pour le moment, voilà, qui se met en place, mais l'Union européenne se vit comme un empire. L'Union européenne veut imposer ces mesures à tout le monde. Donc on vous dit rentrez dans l'Union européenne, mais là les Hongrois, pardon, les Hongrois ils sont déjà, mais les nouveaux entrants potentiels découvrent que l'Union européenne c'est pas que des subventions. Et en plus, les subventions, à mon avis, elles ne vont pas durer longtemps compte tenu de l'endettement qu'on est en train de faire au niveau européen. L'Union européenne, c'est avant tout des décisions prises par Bruxelles avant, et certains États se disent on a subi les décisions prises par Moscou à une époque, on n'a pas envie de suivre les décisions prises par Bruxelles. Voilà. Et la différence, le point commun entre les Serbes, les Géorgiens, les Hongrois, c'est qu'ils ont, et les Slovaques, c'est qu'ils ont trois gouvernements qui font quelque chose, je répète, d'extrêmement condamnable. Ils pensent d'abord à leurs citoyens. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre au niveau de Bruxelles. Voilà. Et donc, moi, je me tue à dire à mes amis serbes, mais pourquoi vous voulez rentrer dans l'Union européenne? Est-ce que vous réalisez qu'après, on va vous faire chanter en permanence pour vous donner 4 sous et vous imposer la reconnaissance du Kosovo, vous imposer toute une série de mesures qui ne sont pas dans votre intérêt? Dernière question de ce podcast qui est absolument passionnant. Je pense qu'au niveau européen, il se passe énormément de choses actuellement. Et véritablement, peut-être on est en train de poser les bases actuellement de ce que sera le futur. Je pense qu'il va y avoir des disparitions politiques. Est-ce que ce sera l'Union européenne? Est-ce que ce sera, par exemple, la Russie, telle qu'elle est aujourd'hui? Voilà. Je pense qu'on est quand même à l'aube de grandes évolutions. Question budgétaire, justement, Thierry. Question budgétaire. Alors, cette fois, on ne va pas parler du budget français, on va parler de l'Union européenne. On l'apprend également dans une situation, dans un marasme économique. Ceci dit, nos amis de Bruxelles ont décidé de se réunir pour envisager d'interdire de manière définitive les importations de gaz russe et de pétrole russe, enfin d'hydrocarbures russes au sens général. Est-ce que c'est bien sérieux? C'est logique. C'est logique dans l'esprit de l'Union européenne. C'est-à-dire, je le répète, on mène une guerre par procuration, où en réalité, tout est fait pour essayer de gêner, de mettre l'économie à bas en Russie. Voilà, c'est la fameuse déclaration du camarade Le Maire dont vous vous souvenez. En réalité, est-ce que c'est réaliste? À mon avis, non, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Aucun État n'a changé de politique à cause de sanctions. Mais en tout cas, on en est, je ne sais plus, je crois, au 18e train de sanctions. Et donc, des fois, il y a des sanctions détournées. En réalité, le vote qui va avoir lieu très bientôt au Parlement européen, jeudi, je crois, c'est pour faire en sorte qu'on n'achète plus d'hydrocarbures à la Russie en 2027. C'était la proposition de la Commission. Mais vous savez, le Parlement européen veut toujours en faire plus. Donc le Parlement européen dit non, 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 2027, c'est trop loin, on va faire fin 2026. Alors, est-ce que c'est réalisable? Par exemple, pour la Hongrie ou la Slovaquie, non, c'est pas réalisable parce qu'il n'y a pas de gazoduc pour faire en sorte que, ou d'oléoduc pour faire en sorte qu'ils reçoivent ce gaz ou ce pétrole d'un autre endroit que la Russie. Pour le moment, il n'existe pas. Ils ont un projet effectivement pour le faire en venant de l'Adriatique. Donc ce serait une partie qui viendrait probablement de l'Azerbaïdjan. Mais quand vous avez une façade maritime, prenons la France, prenons tous les États qui ont une façade maritime, forcément vous pouvez être approvisionné n'importe quand. Mais quand vous avez un État qui est enclavé dans l'Europe et qui n'a aucune façade maritime,
Je le répète, c'est le cas de la Hongrie et de la Slovaquie. Eh bien, vous n'avez pas le choix. Il faut que ça vous arrive ou par tuyau, ou avec des rotations de milliers de poids lourds. Et donc, faire ce projet-là avant 2026, à fin 2026, c'est impossible d'avoir de nouveaux oléoducs ou gazoducs construits d'ici là. Et donc, en réalité, ce qui va être proposé par vote au Parlement européen, c'est un coup de billard à deux bandes. C'est-à-dire, hop, on interdit le pétrole et le gaz russe le plus vite possible pour ennuyer les Russes, bande 1, et bande 2, eh bien, on pourrit la vie du gouvernement ukrainien et slovaque qui, s'ils ne peuvent pas s'approvisionner en Russie, devront faire exploser le prix du pétrole et du gaz. Ah, c'est intéressant, à la veille, et tout ça va être décidé à la veille des élections en Hongrie. Voilà. Donc, l'Union européenne mène une politique hypocrite dont le but n'est pas, je le répète, des intérêts des Européens. Ça, franchement, non, c'est pourrir la vie de ceux qui ne partagent pas les dictats de la Commission von der Leyen. Et donc, voilà pourquoi on aura ce vote-là. Mais soyons clairs, c'est en réalité une sanction déguisée. Alors, pourquoi ce n'est pas une sanction dans le paquet des sanctions? Parce que pour le paquet des sanctions, il faut l'unanimité. Et donc, forcément, là, c'est quand même quelque chose qui est inadmissible. Vous êtes sûr qu'il y aura au moins deux États qui mettront un veto, Slovaquie et Hongrie. Par contre, si c'est dans le cadre d'un programme qui n'est pas dans les sanctions, et en l'occurrence, c'est dans le programme Repowering EU, c'est-à-dire de revoir tout le mix énergétique de l'Union européenne. Vous voyez, c'est beau l'environnement, ça permet plein de choses. Et là, il ne faut pas l'unanimité. C'est pas beau la vie. Et donc, comme il ne faut pas l'unanimité, eh bien, on interdit le gaz et le pétrole russe, pas parce qu'il est russe, mais parce qu'il faut plus d'énergie renouvelable. Et hop, on passe sans unanimité, uniquement par un vote à majorité, ce qu'on appelle qualifiée. Et donc, vous savez, l'Europe, c'est une machine aujourd'hui à essayer de contourner tout ce qui est traité et esprit des traités. À l'origine, la règle était simple, il fallait l'unanimité quand les intérêts fondamentaux des États étaient en jeu. Est-ce que l'approvisionnement en énergie n'est pas un intérêt fondamental des États? Bien sûr. Sauf que, hop, on passe par le fameux mixte énergétique où il faut plus d'énergie renouvelable, moins d'énergie fossile, et du coup, il ne faut pas l'unanimité. Voilà. Et vous voulez rentrer dans cette Europe-là? Et les Serbes et les Géorgiens, vous réfléchissez un peu avant? Voilà, on va en rester sur ce mot-là. C'est certain que ce décryptage que tu nous apportes, eh bien, des arcanes et des petits complots au sein de l'Union européenne est absolument capital pour nous, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, pour comprendre effectivement ce jeu de billard à deux bandes dont tu nous expliques les choses avec beaucoup de clarté. Thierry, on est dans une période, je le disais, qui est capitale. On va se retrouver la semaine prochaine avec deux nouveautés à la vitesse à laquelle va l'actualité ces dernières semaines. Je pense qu'on aura encore plein de sujets à aborder ensemble mardi prochain dans un nouveau 360 Mariani. Merci beaucoup. Merci. Et bonne semaine. Et j'allais te dire bon vote. Oui, il n'y a pas de problème. Non, mais au-delà de tout ça, il faut réaliser, je pèse mes mots, que l'Union européenne devient une construction dangereuse parce qu'en réalité, son objectif ultime, c'est de détruire les États. Alors, immédiatement, je sais que je vais avoir beaucoup de réactions et pourquoi vous ne la quittez pas? En ce moment, on ne peut pas la quitter vu l'état de nos finances. Et donc, en réalité, le combat aujourd'hui, dans les 4 ou 5 années à venir, se passe au niveau des institutions européennes où il faut arriver à faire en sorte que tous ceux qui défendent une conception patriotique des nations, c'est-à-dire les nations décident et l'Union européenne est là pour travailler dans l'intérêt des nations, soient de plus en plus nombreux. C'est pour ça, on n'en a pas parlé, mais par exemple, que la victoire des Tchèques
aux élections législatives. C'est une bonne nouvelle. Et petit à petit, on grappille. Voilà, on grappille. Et j'espère que aujourd'hui, on a parlé des Slovaques et des Tchèques, des Slovaques et des Hongrois qui étaient les méchants petits canards. J'espère qu'il y en aura de plus en plus au sein de cette Union européenne. C'est le seul moyen d'essayer de bloquer les choses et de changer l'Europe. Voilà, et de contrer l'impératrice Palpatine von der Leyen. Thierry, 1000 fois merci. Bonne semaine à toutes et à tous sur Divergence Politique. Je vous le rappelle, vous l'avez peut-être vu, demain soir, on aura la chance d'avoir Laurent Oberton sur Divergence à 21h. Ce sera juste après l'émission de Claude Janvier, 100% Janvier. Voilà, jeudi, vous aurez de retour Nicolas Birkovic. Et puis, dimanche, bien Xavier Moreau et Fabrice Sorlin pour un 53e épisode de Divergence. À toutes et à tous, bonne soirée.